Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement centrafricain décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. L'insécurité étant prédominante, l'émissaire de l'ONU en Centrafrique a lui aussi tiré la sonnette d'alarme. Il demande un renforcement des effectifs de la MINUSCA. Le Nigeria planche sur une production locale de vaccins. Le pays ambitionne d'ici 2022 de vacciner 70% de la population. Et enfin, il reçoit un titre honorifique au Cameroun. L'ancien footballeur Lilian Thuram a été fait citoyen d'honneur de la ville de Douala. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le décret de l'état d'urgence en Centrafrique. Effectif depuis ce 21 janvier, l'état d'urgence s'applique à l'ensemble du territoire national et ce pendant 15 jours. Une mesure annoncée par le président Faustin Archange Touadéra face à l'insécurité qui persiste. Insécurité qui a d'ailleurs contraint l'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, à tirer la sonnette d'alarme. Selon le diplomate, le pays, je cite, court un grave risque de recul en matière de sécurité et de consolidation de la paix. En conséquence, Mankeur Ndiaye plaide pour une augmentation substantielle du nombre de casques bleus. Je vous propose de l'écouter. La République centrafricaine court un grave risque de recul en matière de sécurité et de consolidation de la paix, ce qui pourrait saper tout ce que ce Conseil et les partenaires de la République centrafricaine ont contribué à construire patiemment. Cependant, pendant cette crise, les Centrafricains et les Centrafricaines ont démontré, par leur comportement courageux, qu'ils ne sont plus disposés à tolérer qu'on utilise la violence pour les priver d'un droit fondamental tel que le droit de vote. Beaucoup de Centrafricains sont sortis voter là où ils pouvaient voter, là où les groupes armés ne les ont pas empêchés de le faire. La résilience, l'engouement dont le peuple a fait preuve durant les élections du 27 décembre dernier encourage la mission et toute la communauté internationale à continuer de les appuyer sur la voie de la réconciliation, la reconstruction, le dialogue, l'inclusion, comme stipulé par l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Elle est une voie certainement difficile, mais qui reste la seule et unique à même de mener le pays vers une paix durable. Ainsi, j'appelle ce Conseil pour examiner les mesures les plus appropriées pour garantir une adaptation de la MINUSCA à la nouvelle situation sécuritaire. L'actualité, c'est également l'ouverture d'un nouveau dialogue interlibyen ce 22 janvier au Maroc. Des négociations organisées dans la ville de Bouznika en présence des délégations des deux parties libyennes, le Haut Conseil d'État et la Chambre des représentants. Les discussions devraient être essentiellement centrées sur la question des postes de souveraineté. Ce nouveau dialogue intervient quelques jours après l'approbation du mécanisme de sélection d'un nouvel exécutif de transition, un mode de sélection approuvé ce 19 janvier par 73% des 75 participants du Forum de dialogue politique libyen. Le Nigeria joue la carte de la prudence face à la seconde vague du coronavirus qui fait rage sur le continent. Les autorités ambitionnent en effet de produire localement des doses de vaccins pour éviter d'éventuels problèmes d'approvisionnement. Objectif, vacciner 70% de la population et ce, en moins de 2 ans. Plus de précisions dans ce sujet de Ameneji. Le Nigeria compte vacciner 140 millions de personnes contre le coronavirus. Une opération qui prendra en compte 70% de la population sur une période de 2 ans. Selon le ministère nigérian de la Santé, cette campagne de vaccination est prévue débuter en mars 2021 après la réception de 10 millions de doses. Face aux incertitudes d'approvisionnement de vaccins contre le Covid-19, le gouvernement nigérian envisage donc d'en produire localement. Beaucoup de pays vont importer les vaccins et donc ce sera assez cher pour des pays comme le Nigeria avec des populations de plus de 100 millions d'habitants. Donc pour ma part, je pense que c'est nécessaire pour le Nigeria d'essayer de mettre en place un vaccin. Ça va leur permettre d'écouler des vaccins à des coûts moins chers et donc ils n'auront pas à faire des finances pour la recherche, mais plutôt pour la production de vaccins en s'inspirant de ce qui existe déjà. Afin de ne pas dépendre des importations de doses de vaccins, le Nigeria a mis en place 25
$1,2 million pour soutenir son projet de vaccination. Une initiative qui associera les laboratoires locaux aux firmes internationales. Donc je pense que ce n'est pas un projet totalement irréalisable de la part du Nigeria. Par ailleurs, je ne pense pas que le Nigeria doute de la crédibilité de l'OMS. C'est juste que l'OMS pourra produire éventuellement des vaccins pour une population donnée et ne pourra pas couvrir la population entière dans un laps de temps assez rapide. Donc je pense que le Nigeria prend juste des précautions afin de pouvoir écouler ces vaccins et leur donner à leur population. Les possibilités de production sous licence et en collaboration avec des institutions reconnues pourraient permettre au Nigeria d'avoir les moyens nécessaires pour réaliser sa vaste campagne de vaccination, alors même que l'Organisation mondiale de la santé dénonce déjà des inégalités dans la distribution des vaccins entre pays riches et pauvres. Dans le reste de l'actualité, fin du dépôt des candidatures pour les législatives ivoiriennes. La date limite, initialement fixée au 20 janvier, a finalement été reportée au 22 janvier. Un report demandé par les partis politiques qui ont rencontré quelques complications dans l'élaboration de leur stratégie. L'opposition espérait, pour maximiser ses chances, proposer des candidatures uniques, mais face à des dissensions, le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan a décidé de faire cavalier seul. Des tensions qui ont aussi engendré le retrait du COJEP de Charles Blé Goudé de la plateforme CDRP. À noter que les élections législatives doivent se tenir le 6 mars prochain. La Côte d'Ivoire qui, parallèlement, veut favoriser l'emploi des jeunes. Selon les autorités, 1,8 million d'emplois pour les jeunes ont été créés entre 2011 et 2020. Mais désormais, le gouvernement souhaite que ce soit à présent au tour des Ivoiriens de créer des emplois, et ce grâce à l'entrepreneuriat. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers une vulgarisation des conditions de réussite de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. L'initiative privée, et en particulier celle de jeunes, fait partie des conditions de la croissance économique. 1,8 million d'emplois pour les jeunes ont été créés de 2011 à 2020 selon les autorités ivoiriennes. L'objectif est d'amener les jeunes à être les moteurs de la création d'emplois par l'entrepreneuriat. On constate cependant que les jeunes ne possèdent pas toujours les compétences de vie pour réussir en affaires. Les personnes qui ont travaillé à construire des relations sont des personnes qui ont davantage connu le bonheur. Donc il ne s'agira pas simplement d'être un entrepreneur à court terme, il s'agira d'être un entrepreneur qui va être réellement épanoui. Pour être épanoui, la clé c'est de pouvoir bâtir des relations autour de soi, c'est de pouvoir également avoir des attitudes qui sont au-dessus de la moyenne et qui facilitent en fait le contact avec ses clients, avec ses partenaires et qui font en sorte qu'on fédère plus facilement des énergies autour de son projet. Nous initions un programme d'accompagnement pour que les entreprises, c'est plus d'une centaine d'entreprises que nous avons sélectionnées, et que ces entreprises-là se lancent dans l'innovation, que cela serve également à d'autres. Et nous entendons mettre en place des outils qui vont permettre non seulement à ces 100-là, mais à d'autres jeunes entrepreneurs et entrepreneureux de s'engager dans l'innovation, parce que nous pensons que l'avenir se trouve. Au niveau sous-régional, l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, fait également la promotion de l'entrepreneuriat à travers son programme Tremplin Startup UEMOA. Des prix d'un montant de 200 millions de francs CFA sont octroyés comme financement à des jeunes aux projets innovants dans l'économie verte pour avoir un tissu conséquent dans la zone. Il y a tout ce que nous avons prévu dans le cadre de l'initiative régionale d'amélioration du climat des affaires. Nous allons déployer cela en leur faveur afin qu'elles puissent continuer à bénéficier d'un cadre adéquat pour exprimer leurs talents et pour créer de la croissance, créer de l'emploi, demeurer dans l'innovation au profit de nos économies. L'enjeu, c'est que nous voulons, à travers ce projet, c'est de faire de telle sorte que nous ayons des jeunes gens qui prennent conscience que c'est en entreprenant que nous pouvons justement permettre à l'Afrique de prendre son envol. Au niveau national, a signalé que la Côte d'Ivoire a prévu 15 milliards de francs CFA en 2020 pour financer les jeunes entrepreneurs avec en ligne de mire la création de milliers d'emplois. De son côté, l'agence Emploi Jeunes a collecté 342 560 opportunités d'emploi sur un objectif de 500 000 auprès des organisations nationales et des organismes internationaux.
La Tunisie entend d'ici 2025 exporter 70 000 tonnes d'huile d'olive conditionnée, une ambition portée par la Chambre syndicale des exportateurs d'huile d'olive. A noter qu'au cours de la saison 2019-2020, les exportations de ce produit se sont chiffrées à 27 000 tonnes. Aïssa Toubari. En Tunisie, les autorités tablent sur l'expédition de 70 000 tonnes d'huile d'olive conditionnée d'ici 2025 contre 27 000 tonnes au terme de la saison 2019-2020. Le prix de l'exportation de l'huile conditionnée peut atteindre le double de celui de l'huile en vrac non traitée qui représente actuellement plus de 90% des exportations totales réalisées vers l'Union européenne. Dans une situation économique extrêmement critique et difficile, et évidemment toute opportunité pouvant générer des devises et donner de l'oxygène à l'économie, notamment avec l'exportation de l'huile d'olive. Donc la Tunisie veut se positionner dans cette phase particulière où tout est à plat à cause de la crise. L'agriculture a encore des atouts et la Tunisie doit accélérer le pas. Cette diversification ne peut être que bénéfique pour le pays. La Tunisie compte profiter des opportunités commerciales offertes par le conditionnement qui rapporte gros par rapport à l'huile vendue en vrac en raison des opérations de traitement, d'emballage et de marketing. La Tunisie compte renforcer sa présence sur le marché asiatique, notamment chinois, où la consommation d'huile d'olive a doublé ces 30 dernières années. Une visite en Tunisie d'une délégation de la Chambre chinoise de commerce de produits agricoles et alimentaires afin de voir de près tous les maillons de la chaîne de production d'huile d'olive était prévue en 2020 mais a été annulée en raison de la Covid-19. L'huile d'olive, qui compte pour près de 45% des expéditions agricoles du pays et fournit plus de 60% des devises agricoles, a connu une progression de ces expéditions. Les recettes d'exportation d'huile d'olive ont atteint 2,2 milliards de dinars en 2019-2020. Une cérémonie solennelle, l'ancien international de football Lilian Thuram en visite au Cameroun a été fait citoyen d'honneur de la ville de Douala. Un événement qui s'est tenu ce 21 janvier à la Maison de la Culture Sawa en présence de plusieurs chefs traditionnels. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. C'est sur l'esplanade de la Maison de la Culture Sawa à Douala que l'ancien footballeur professionnel français Lilian Thuram a été fait notable du groupe ethnique Sawa et citoyen d'honneur de la ville de Douala. Une cérémonie culturelle qui a réuni dans l'après-midi du 21 janvier les principales autorités traditionnelles du peuple Sawa. Lilian Thuram incarne, selon le chef traditionnel du canton Bel, un modèle sur lequel peut s'inspirer la jeunesse africaine. Voilà un jeune qui rentre à la maison et qui nous remplit d'honneur et dignité. Le Ngondo accueille une étoile noire. Lilian Thuram a reçu des mains du maire de la ville de Douala la clé de la cité, faisant de lui un citoyen d'honneur de la capitale économique camerounaise. Il devient de ce fait un ambassadeur de la ville de Douala et de la culture Sawa à travers le monde. Et même dans les moments difficiles, je me souviendrai le jour où je suis rentré dans cette case où on m'a parlé, où effectivement j'ai eu des larmes parce que j'ai l'impression d'être dans un retour en fait. Dans un retour que tout entier devrait avoir ce cadeau en fait. Donc je vous remercie énormément et j'espère être à la hauteur de ce cadeau. Arrivé au Cameroun le 18 janvier, Lilian Thuram a parrainé les ateliers Mwinda, dédiés à la formation des jeunes vidéastes dans l'art documentaire. Depuis la fin de sa carrière professionnelle en 2008, le champion du monde 98 a publié plusieurs livres et s'est engagé à travers sa fondation dans la lutte contre le racisme. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.